Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Impôt sur le revenu. Au programme d'aujourd'hui, nous continuons à parler du régime des bénéfices industriels et commerciaux et plus particulièrement des produits et charges à prendre en compte pour leur calcul. Allez, c'est parti. Comme défini dans la vidéo précédente, le régime des BIC est un régime très vaste qui englobe toute une série d'activités industrielles, commerciales et artisanales. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Voyons d'abord dans un premier temps les règles relatives aux produits qui seront pris en considération dans le calcul des BIC. Il existe trois types de produits. Tout d'abord, les produits d'exploitation, c'est-à-dire les recettes issues de l'activité de l'entreprise et donc ses ventes ou ses prestations de services. On trouve également les produits accessoires, comme je vous l'avais évoqué précédemment. Ce sont les bénéfices provenant d'activités différentes de l'activité principale de votre entreprise. Il faut cependant qu'il existe un lien étroit entre ces deux activités et que l'activité commerciale ou industrielle reste prépondérante. On trouve enfin dans les produits imposables au BIC les produits exceptionnels, qui sont par exemple les subventions perçues par une entreprise ou encore les dons ou legs dont elle serait bénéficiaire. Parlons maintenant d'un point un peu plus technique qui peut être difficile à cerner pour les entrepreneurs, celui des stocks. L'article 38 du CGI dispose que le bénéfice net imposable tient compte de la variation de l'actif entre la clôture et l'ouverture de l'exercice. Les stocks faisant partie de l'actif, leur variation doit nécessairement être prise en compte dans la détermination du résultat imposable. La variation de valeur des stocks, entre le début et la fin de l'exercice, sera donc imposable si elle est positive. Concernant les stocks, ils comprennent notamment les marchandises, matières premières, fournitures consommables et production en cours. Ils doivent également être la propriété de l'entreprise et leur vente en l'état ou après transformation doit permettre de réaliser un bénéfice d'exploitation. Prenons un exemple, la SARL Dupont-Martin possède 200 € de stock en début d'exercice et 300 € à la fin. Dans ce cas, la différence de 100 € rentrera dans le calcul du produit des BIC car la variation est positive. Maintenant que nous avons défini les produits de l'entreprise, nous allons nous pencher sur les charges qui peuvent être déduites du résultat afin de déterminer le bénéfice net imposable. Je vous le rappelle, le bénéfice imposable est établi après déduction de toutes les charges supportées par l'entreprise. Ces charges déductibles comprennent les frais généraux et charges courantes, les amortissements et enfin les provisions. Commençons par parler des charges courantes. Celles-ci regroupent les dépenses liées à l'activité de l'entreprise et incluent entre autres les achats de biens et services nécessaires à l'exploitation. D'un point de vue fiscal, une charge doit remplir trois conditions pour être déductible. D'abord, elle doit entraîner une diminution de l'actif net de l'entreprise, comme par exemple votre facture d'électricité ou les fournitures de bureau. À cet effet, j'attire votre attention sur le fait que l'achat d'un ordinateur portable, par exemple, n'est pas une charge pour votre entreprise, mais plutôt une immobilisation, mais nous reviendrons sur ce point. Ensuite, la charge doit être exposée dans l'intérêt de l'exploitation, et donc relever d'une gestion normale de l'entreprise. Enfin, elle doit être régulièrement inscrite en comptabilité et justifiée de pièces. En principe, la grande majorité des charges déductibles d'un point de vue comptable le sont également du résultat fiscal. Elles suivent donc le même traitement. Cependant, certaines exceptions existent et comme ces charges sont déduites comptablement du résultat, elles devront être rajoutées dans le résultat fiscal imposable. C'est ce qu'on appelle une réintégration extra-comptable. On trouve parmi ces charges devant être réintégrées notamment les amendes, transactions et pénalités de toutes sortes, car bien que déductibles comptablement, elles ne le sont pas d'un point de vue fiscal. On trouve encore, et c'est le plus fréquent, les dépenses acquittées en contradiction avec l'intérêt social, que ce soit par détermination de la loi, comme par exemple les dépenses liées à un bateau de plaisance, ou bien par les tribunaux en application de la théorie de l'acte anormal de gestion. Au sens fiscal, l'acte anormal de gestion peut être défini comme une opération réalisée par l'entreprise, mais contraire à son intérêt social, comme une dépense d'ordre personnel prise en charge par une société ou une dépense excessive. Dans cette situation, la charge ne sera pas déductible fiscalement et devra donc être réintégrée au résultat imposable. Donnons un exemple, ce sera plus simple à comprendre. Monsieur Dupont, dirigeant de sa société, fait réaliser des travaux dans son appartement personnel, payé par sa société. Outre le fait qu'il puisse être poursuivi pénalement pour abus de bien social, d'un point de vue purement fiscal, on va considérer que cette dépense constitue un acte anormal de gestion et ne sera pas déductible. Imaginons que le résultat de la société soit de 100 000 € et que les travaux ont coûté 5 000 €. Comptablement, le résultat sera donc de 95 000 €, puisque la société a payé une charge de 5 000 €. Cependant, fiscalement, cette charge devra être réintégrée au résultat fiscal, qui sera donc de 100 000 €. Il serait impossible de dresser une liste complète de toutes les dépenses liées à l'activité d'une entreprise, mais en règle générale, on y trouve les frais financiers, comme les intérêts d'emprunt, les frais de location,
par exemple les loyers versés pour des locaux, les primes d'assurance, les frais courants, tels que le téléphone ou la documentation, et les frais de personnel, ainsi que les charges sociales, pour n'en nommer que quelques-unes. Attention cependant concernant les frais de personnel. Les salaires éventuellement versés par un entrepreneur individuel ou par une société soumise à l'IRPP à son dirigeant ne sont jamais déductibles du résultat fiscal et doivent être réintégrés dans le résultat de l'entreprise. Par exemple, la société à l'IR SARL Dupont est dirigée par M. Dupont et emploie également un salarié. Elle réalise un bénéfice de 100 000 euros sur l'année et elle verse un salaire de 24 000 euros à son salarié. M. Dupont se verse également une rémunération au titre de ses fonctions de dirigeant de 30 000 euros. Comptablement, le résultat de la société sera égal à 100 000 euros moins 54 000 euros, donc 46 000 euros. Mais comme le salaire du dirigeant d'une entreprise individuelle ou d'une société soumise à l'IRPP, ce qui est le cas, n'est pas déductible, il faudra réintégrer la rémunération de M. Dupont dans le résultat imposable. Donc, le résultat au sens fiscal devra être majoré de sa rémunération, soit 46 000 euros plus 30 000 euros, ce qui font 76 000 euros de bénéfices nets imposables au nom de M. Dupont dans la catégorie des BIC. Passons maintenant à la deuxième catégorie des charges déductibles, celle des amortissements. À la différence des charges, qui impliquent une diminution de l'actif de l'entreprise, certaines dépenses impliquent une majoration de l'actif par l'entrée d'un bien, comme par exemple l'achat de mobilier ou d'un nouvel ordinateur. Ces types de charges font alors l'objet d'un amortissement qui n'est rien d'autre que l'étalement dans le temps de la dépréciation d'un bien. Précision toutefois, par mesure de tolérance, l'administration fiscale admet que les entreprises peuvent inclure dans les charges immédiatement déductibles les matériels de bureau et mobilier dont le prix d'achat unitaire et hors taxe n'excède pas 500 euros. Ainsi, l'achat d'un bureau par exemple, dont le prix serait inférieur à 500 euros, pourra immédiatement être déduit en charge et non inscrit comme une immobilisation, faisant l'objet d'un amortissement. Pour les biens sujets à amortissement, on procédera alors à la répartition de sa valeur sur sa durée d'utilisation prévue par l'entreprise, à condition que celle-ci soit limitée dans le temps à raison de son usure physique, technique ou juridique. Par exemple, un ordinateur portable a une durée de vie de quelques années, donc sa perte de valeur due à son usure sera étalée dans le temps et imputée sur plusieurs exercices. Attention, ne sont donc amortissables d'un point de vue fiscal que les éléments d'actifs qui ont une durée d'utilisation limitée. Ainsi, il est possible d'amortir l'achat d'une machine industrielle car sa durée d'utilisation est prévue pour plusieurs années. A l'inverse, l'achat de fournitures de bureau, comme des stylos ou des ramettes de papier, ne pourront pas être amortis car elles seront consommées rapidement et donc déduites en charge. Les biens pouvant faire l'objet d'un amortissement sont appelés des immobilisations. Et elles peuvent être corporelles, comme les biens meubles ou immeubles, ou incorporelles, comme par exemple les marques et brevets. Petite précision. Certaines dépenses importantes qui ont pour effet d'augmenter la valeur d'un bien ou sa durée d'utilisation et qui excèdent la simple réparation doivent également être amorties. Par exemple, la SAS Martin possède un bâtiment industriel et doit refaire la toiture. Comme cela va prolonger la durée d'utilisation du bâtiment et que la dépense est importante, ces travaux feront l'objet d'un plan d'amortissement indépendant de celui du bâtiment. Fiscalement, les amortissements ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt que dans la mesure où, vous l'imaginez bien, ils remplissent un certain nombre de conditions. Par exemple, une marque ne pourra en principe pas être amortie car elle ne subit pas d'usure due au temps, au contraire d'un ordinateur. L'amortissement doit également correspondre à la dépréciation effective du bien. Par exemple, il n'est pas possible d'amortir un bâtiment sur une trop courte durée alors que celui-ci, par nature, est prévu pour être utilisé durant de nombreuses années. Et enfin, comme d'habitude, l'amortissement doit être comptabilisé. Petite parenthèse sur la méthode de calcul des amortissements, car vous verrez qu'elle a son incidence fiscale. Sans rentrer trop dans les détails, il est utile de comprendre qu'il y a deux méthodes d'amortissement. Une linéaire, qui enregistre la dépréciation de manière homogène dans le temps, et une dégressive, qui présente l'avantage de pouvoir déduire des sommes plus importantes au début du plan d'amortissement. Le choix de la méthode aura donc forcément un impact sur votre imposition. Dernier point concernant l'amortissement dégressif, celui-ci ne peut s'appliquer que pour les biens neufs et dont la durée d'utilisation est supérieure à 3 ans. Passons maintenant à la troisième et dernière catégorie des charges déductibles, les provisions pour charges et les provisions pour dépréciation. On distingue ainsi d'un côté les provisions pour dépréciation, qui correspondent à la diminution temporaire de valeur d'une immobilisation, à l'inverse de l'amortissement, où la perte de valeur est définitive, et de l'autre, les provisions pour charges, qui représentent des charges futures et probables pour l'entreprise, à court ou moyen terme, mais dont le montant ne peut être qu'estimé car il n'est pas certain. Ainsi, les provisions sont des sommes déduites du résultat en prévision d'une perte ou d'une charge qui n'est pas encore effective à la clôture de l'exercice, mais que des événements rendent probable. Comme pour les charges ou les amortissements, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que la provision soit déductible fiscalement, à savoir, la provision n'est déductible que si elle porte sur une charge également déductible,
La charge ou la perte doit être probable et pas seulement éventuelle. La charge doit être précisée et évaluée de façon stricte. Et enfin, la charge doit résulter d'événements survenus en cours de l'exercice en question. Attention, les provisions doivent également être régulièrement inscrites en comptabilité pour être déductibles fiscalement. Voilà pour les produits et les charges qui seront imputés pour calculer votre revenu net imposable dans la catégorie des BIC. Avant de nous quitter, il est important de mentionner qu'il existe un régime bien particulier qui s'applique aux cessions de biens réalisées par les entreprises, ce qu'on appelle les régimes des plus-values professionnelles. De la même manière que les particuliers peuvent réaliser des gains en cas de vente de biens appartenant à leur patrimoine privé, les entreprises sont imposées au titre des plus-values qu'elles réalisent à titre professionnel. Ce régime étant complexe et comportant de nombreuses variables, je vous propose de le laisser pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite chez Dougs.